Bonjour, bienvenue à cet épisode de la Pause Santé Vitalité, le balado où on jase d'enjeux qui nous touchent avec des gens d'ici. Mon nom est Anthony Doiron et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dr. Patrick Marcotte. Bonjour! Enchanté, bonjour. Dr. Patrick Marcotte, vous êtes psychiatre au Centre hospitalier universitaire Georges L. Dumont à Moncton. Vous êtes également l'idéateur d'un spectacle multitalent, Un phare dans la nuit, qui met de l'avant des talents de personnes qui sont aux prises avec des problèmes ou des syndromes liés à la santé mentale. Oui, exactement. C'est l'idée du spectacle, c'est de donner l'opportunité à des gens qui ont eu un problème de santé mentale, de vivre une expérience où ils peuvent se valoriser, où ils peuvent se sentir supportés, et les aider essentiellement à mieux gérer leur maladie. C'est quelque chose de fort important pour la plupart des gens. Et quand on peut s'accrocher à la passion de quelqu'un, ben c'est sûr que ça fait quelque chose de très... de pas mal utile. Et ce spectacle-là, l'idée est née en 2013, mais il va célébrer cette année son 10e spectacle. On a fait du chemin. Mm-hmm. Et maintenant, je pense qu'on est rendu également à 5 spectacles dans la province également. Ça avait lieu initialement à Moncton, mais vous avez décuplé l'effort, là. Exactement. Puis en fait, c'est que j'ai pas eu à faire, je dirais, tant d'efforts que ça personnellement. Ça s'est répandu naturellement. Je dirais qu'en 2022, ça a été un point tournant où on a été reconnu à l'échelle provinciale comme l'espèce de bannière sous laquelle toutes les activités de rétablissement dans la province allaient avoir lieu. Parce que, en tout cas, c'est un concept moderne en santé mentale, la question du rétablissement, donc de ne pas juste se concentrer sur les symptômes de la personne puis les traiter, par exemple, avec une approche pharmacologique ou puis après ça, les retourner dans la société, mais essayer de porter attention à qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une approche holistique puis une approche complète. Puis, à l'époque où j'avais démarré le projet, moi, c'était comme purement intuitif, là. J'avais aucune conception de rétablissement en tête, mais assez vite, on a été identifiés comme étant un modèle de rétablissement. Et c'est devenu un phare dans la nuit, là, en 2022, qui est devenu... je dirais la bannière à l'échelle provinciale. Et après ça, je pense que c'est là que naturellement, Hamilton ont produit leur premier spectacle en 2023. Ensuite, on a eu Bathurst l'an passé. Cette année s'ajoute Tracadie et l'an prochain, Edmundston. Fait que c'est fantastique, certain. Ça fait des petits. Ben, parlons-en justement de cette approche plus holistique-là. Revenons en 2013, où l'idée vous est venue. C'est un spectacle où on va aller chercher qui vous approchez. Comment est-ce qu'on fait pour monter ce spectacle-là et quelle forme ça avait dans votre esprit à ce moment-là? Ouais, ben c'était beaucoup inspiré d'un spectacle auquel moi-même j'avais participé quand j'étais étudiant en médecine à l'Université Laval. On avait un événement qui existe encore d'ailleurs, là, qui s'est rendu, je pense, à 70 ans d'existence. Où à chaque année, il y avait un spectacle de variété avec les différentes disciplines des sciences de la santé. Et c'était vraiment quelque chose qui nous animait, même malgré la lourdeur des études. À chaque année, on rencontrait des gens, on partageait la passion de la musique ensemble. Puis, fait qu'à un moment donné, dans ma pratique, puis je dirais c'était une question, en tout cas tant que moi, de gros bon sens. Là, je voyais de mes patients, on sentait que même si on a des traitements qui peuvent bien fonctionner en 2025 en santé mentale, c'est pas rare qu'il reste des symptômes résiduels, ou c'est pas rare aussi que les gens se sont retrouvés vraiment déraillés par la survenue du trouble mental, se retrouvent isolés socialement, ont perdu leur ambition et leur motivation. Et de façon très pratico-pratique, je me rappelle quand j'étais en entrevue avec quelques patients avec des conditions très sévères qu'on essayait de jaser, puis la concentration, le flot de la pensée était tellement absent qu'on n'arrivait quasiment pas à échanger, même sur des sujets là, du quotidien.
Et à un moment donné, par hasard, on se met à parler des intérêts de la personne. Puis quand la personne se met à me parler qu'elle tripe sur les guitares, Stratocaster, Fender, puis qu'on commence à en parler, puis là, wow, là, les yeux rouvrent, puis là, tout à coup, on dirait que le fonctionnement cérébral s'est réveillé. Puis là, je me rappelle, je me disais, mon Dieu, si la personne pouvait vivre ce que j'avais vécu dans le temps que j'étais en médecine, ça serait un méchant bon complément au traitement qui est déjà ajusté et qu'on peut pas faire nécessairement en plus. Fait que c'est un peu comme ça que ça a parti l'idée. Fait qu'on a toujours visé d'avoir au moins 80% des gens qui constituent, à tous les niveaux de l'organisation, là, qui ont des problèmes de santé mentale. La beauté de la chose, c'est que ça a toujours attiré une grande variété de diagnostics, et en particulier des gens avec des conditions très sévères, parce que mon idée était jamais d'essayer de véhiculer de présenter une conception un peu à l'eau de rose, voilà, quelqu'un s'est sorti de sa petite attaque de panique, puis là, joue sur... on veut donner la chance à des gens qui ont des conditions quand même sévères, puis que pour certains, ça paraît, mais faut que c'est comme ça représente un défi. Fait qu'il y a ça qui a peut-être été une grande fierté, je dirais, d'avoir des gens avec... on a un grand éventail de pathologies qui sont représentées et de sévérité aussi de conditions. Un autre une autre idée du concept était de ramener les générations plus près à travers de l'expérience d'un trouble de santé mentale, parce que c'est quelque chose qui peut sévir à tout âge. On entend beaucoup parler chez les jeunes, chez les personnes âgées. Et à un moment donné, il y a ce bris-là un peu dans notre société entre les générations. Fait que d'arriver à ramener ces gens-là sur scène, puis à partager leur expérience. Dans les coulisses, les gens font des liens, puis il y a une camaraderie qui est belle à voir, même entre des personnes plus âgées. Notre accord, je pense, 83 ans, et on a eu un jeune de 6 ans à un moment donné. Fait que ça était un autre objectif. Un autre objectif, c'était l'inclusion, évidemment, de différentes cultures. Les différentes communautés LGBTQ et compagnie ont été bien représentées au fil du temps, tout comme l'inclusion culturelle. Fait que je dirais que ça a été... cette inclusion-là était, dès le départ, un objectif qui a été accompli. Le format de l'événement a pris toutes sortes de tournures, je dirais, là, depuis peut-être 3-4 ans. On sent que notre événement est vraiment bien rodé. Et on a tout un processus, essentiellement, où il y a l'ouverture pour les auditions, fait que les gens s'inscrivent. Déjà là, il y a un travail à faire au niveau d'un questionnaire à remplir, certaines questions qui amènent à réfléchir, à savoir pourquoi participer, d'où ça vient cette idée-là, qu'est-ce qui prévisiblement seront les gains de participer. Et là, on peut inviter les familles, les thérapeutes à écrire des lettres de support pour motiver la candidature. Fait que ça amène les gens déjà à se débrouiller un peu, ce que encore cette année que les gens ont fait très, très bien. Certains sont avec leur équipe de soins, puis on reçoit des différents documents qui sont surprenamment étoffés. On parle d'une réinsertion sociale également. Ben, exactement. Il y a des diagnostics, il y a des conditions qui vont vraiment atrophier la personne dans son milieu social. Elle va perdre des réflexes. Fait que vraiment, on parle d'une initiative qui est née premièrement d'une passion chez vous, qui est la musique, mais également d'aider ces gens-là à réaliser ou à se réaliser avec leurs talents multiples. Exactement. Ça a-tu un effet également, on pourrait dire, sensibilisateur auprès de la communauté? Est-ce qu'on en parle plus de ce que vous observez depuis? Ouais. Je pense que oui. Une idée était aussi qu'on essaye de briser un petit peu, d'aller au-delà du cercle en général, ou même qu'on fait des bien belles interventions avec les familles, on arrive à sensibiliser, je dirais, cette petite proportion-là de la population. Et là, c'est sûr que quand on organise des activités, souvent, pour la santé mentale, c'est jamais très en vue, là. Fait que soit c'est dans des sous-sols, ou puis les gens vont faire un petit spectacle. Puis autant c'est valorisant pour les participants puis les familles, mais
j'avais toujours dans l'idée de si on peut amener un contact avec le public général, justement. C'est un petit peu l'idée d'aller au Capitole. Mission accomplie. Oui, exactement. Vous avez une visibilité excellente. On en parle à toutes les fois, tous les ans que le spectacle arrive. Les réseaux sociaux en sont inondés. On en dit beaucoup de bien. Et le talent sur scène est assez impressionnant. Là. Puis le talent est une chose, mais il y a plusieurs autres critères. Et c'est ça qui fait, je pense, que le spectacle est particulièrement unique. Même d'un point de vue humain, là, si on parle pas de la question santé mentale, tu sais, quand tu regardes les professionnels de la musique, tu sais, de nos jours, t'es obligé de performer à 100%, puis tu t'attends à ça, puis à un moment donné, ça vient un peu figer ces choses-là. Et le fait de faire de la musique, comme dans le bon vieux temps, tu sais, une famille en campagne autour d'un feu, puis que tout le monde joue du violon, de la guitare, puis il y a beaucoup de ça que les gens ont besoin. Tu sais, dans nos communautés, ça s'est un peu perdu, ça, cet esprit, ou dans nos familles, tu sais, cet esprit familial, communautaire. Beaucoup de gens sont très isolés. Tu sais. Puis, je suis allé récemment, justement, à une espèce de fête au Québec où ça existe depuis 22 ans, en fait, qu'à chaque jeudi, il y a une tradition où les personnes âgées se rassemblent, puis ils jouent de la musique, font un souper au spaghetti, ils dansent. Et là, il y avait 52 musiciens, en tout cas, la même journée. Puis je me disais, mon Dieu, c'est le genre d'exemple de si la communauté avait des supports ou des choses comme ça qui se passent. Probablement qu'on aurait moins besoin d'un phare dans la nuit, mais c'est ce qui nous amène un peu à recréer ça, puis à amener les gens que la musique est une façon de s'exprimer. Ça n'a pas besoin d'être parfait, là, comme quand on parle, ça n'a pas besoin d'être... Tout n'a pas besoin d'être parfait dans la vie. On a tellement de sociétés de performance qui nous dit le contraire, mais au moins ça fait un espace où les gens... Fait que, tu sais, les critères de sélection, parce que il y a des auditions qui est une autre étape là, pour les gens pour être choisis. Et évidemment, la performance doit être, je pense dans nos termes, potable, ou d'une qualité potable. On parle quand même de spectacle qui doit être produit devant une foule, donc. Fait que c'est sûr, faut qu'il y ait un élément d'un minimum de performance, mais il y a beaucoup d'autres critères, tu sais. Puis un de ceux-là, c'est même l'évolution d'une année à l'autre de la personne. Il y a des gens qui vous ont suivi depuis. C'est ça. Ben, il y en a qui, en général, les gens viennent pas toujours, mais des fois, en ressentent le besoin, puis disent, cette année, je me donne un nouveau défi. Mais le but, justement, est que les gens se donnent tout le temps un nouveau défi. Fait que quand quelqu'un a déjà participé et se représente, il faut qu'on ait un élément de nouveauté. Puis, et pour la raison de pas nécessairement trop ennuyer le public, là, ce qui est un peu secondaire, mais en même temps, c'est quand même une considération. Mais aussi que la personne progresse, parce que on a des gens à un moment donné même qui régressent d'une année à l'autre, qui sont un peu assis sur leur laurier, comme ça peut arriver à n'importe qui. Là, qu'à un moment donné, ouais, l'année passée, tu jouais du Iron Maiden, puis là, t'es rendu dans quelque chose de pas mal plus simple. Fait que puis on amène les gens à se dépasser. Exactement. C'est intéressant. Et vous, Dr. Marcotte, durant toute cette aventure-là, je suis curieux de savoir comment ça a peut-être modifié votre approche ou est-ce que ça vous a révélé certaines vérités? Mm-hmm. Est-ce que vous avez identifié des nouveaux éléments, peut-être de traitement en santé mentale ou de ce que vous avez observé? Comment ça vous a changé, finalement? C'est une bonne question. Par rapport à ma pratique, ça a un peu nuancé les choses et ça a remis en question, comment je dirais, ce qu'on considère comme des maladies mentales. Je suis d'avis que clairement les maladies mentales existent. La schizophrénie, la maladie bipolaire, le trouble obsessionnel compulsif. Il y a plusieurs conditions là, que quelqu'un est d'une certaine façon une journée, puis le lendemain est complètement transformé. Puis, et dans ces cas-là, et pour ces symptômes-là, la médecine moderne reste ce qu'on a de mieux. Et ça m'a vraiment touché du niveau de... Ça m'a vraiment redonné confiance, si on veut, à cet aspect-là, parce que on voyait très bien que des patients qui avaient tellement envie de participer à un phare dans la nuit, mais que si leur condition était pas stable, était pas contrôlée, ça fonctionne juste pas. Là. Fait que, et quand on arrivait à gagner un contrôle sur la maladie, les succès qu'on a eus, c'est incroyable, au point que les gens disent, mon Dieu,
on le reconnaît plus. Tu sais. Fait que juste la pharmaco, pour quand il y a réellement une maladie, c'est fascinant. Fait que ça me donnait d'autant plus la fierté, tu sais, d'être psychiatre. D'un autre côté, par contre, le constat était que la majorité des gens qu'on suit n'ont pas forcément des maladies si sévères que ça, ou même ceux qui ont des maladies sévères, ce qui est autour de ça, c'est l'aspect humain, tu sais, qui est tellement lourd et qui tourne tout autour de l'attachement, si on veut. Tu sais, dans la vie, on a besoin, dès qu'on apparaît sur la planète, on a besoin d'être attaché aux autres, puis sentir que les gens nous aiment, puis sentir que les gens nous comprennent, qu'on est important pour eux. On a besoin aussi de limites, d'une discipline qu'on pourrait appeler bienveillante, là, que tu peux pas faire n'importe quoi, il faut que tu apprennes à prendre soin des autres. Puis les gens qui font l'expérience d'une maladie, plusieurs en ressortent avec des séquelles au niveau de cet attachement-là, parce que la maladie a donné, par exemple, des idées paranoïdes ou des symptômes dépressifs avec un isolement qui se joue dans les deux sens, là, qui vient de la personne elle-même à cause de ses symptômes, mais qui vient aussi de la société et puis des proches qui ont des fois sur les deux côtés. La personne se pousse en retrait, mais également les gens vont peut-être pas nécessairement être portés vers cette personne-là. Il y a une stigmatisation, exactement, à cause de stigmatisation peut-être. Puis en plus de ça, ce qu'on sait, c'est qu'autant il y a ce lien-là où la maladie a un impact sur le besoin le plus central chez l'humain pour être en santé mentale, qui est l'attachement. Les problèmes d'attachement, souvent, sont un méga facteur de risque pour développer un trouble mental. T'sais. Fait qu'une majorité de gens, quand on regarde, dans la population générale, il y a à peu près 30% des gens qui ont un attachement fragile. Ça veut dire qu'ils doutent souvent ce que les gens m'aiment. C'est quand même déjà fréquent, mais qu'on parle de population qui a un trouble de santé mentale, là, ça va jusqu'à 90%. Okay. Fait qu'indépendamment du diagnostic, le fait d'avoir eu des traumatismes dans l'enfance, le fait d'avoir eu des parents qui se chicanaient, toutes sortes des déménagements multiples, ou même des parents bourrés de préjugés et qui font que la personne ne se sent pas en sécurité d'affirmer son orientation sexuelle ou sa façon de penser sur tel ou tel sujet. Toutes ces subtilités-là qui viennent faire qu'on se demande est-ce que c'est correct, est-ce que c'est pas correct, puis avec cette tendance-là à ruminer, ça augmente le risque de tous les troubles mentaux selon la génétique qu'on a. Ça peut donner un trouble de personnalité, ça peut donner une schizophrénie, ça peut donner une maladie bipolaire. Fait que si on travaille pas ces enjeux-là, c'est difficile d'arriver à un succès, à ce que ces gens-là réellement trouvent une force intérieure. Pour plusieurs qui n'ont jamais eu, puis pour d'autres qui ont perdu à cause de la maladie et que c'est vraiment difficile à retrouver. Fait que je dirais que un phare dans la nuit, finalement, un des mécanismes de l'impact, c'est cet attachement-là qu'on peut reconstruire avec les gens. Parce qu'évidemment, on prend le temps, on voit les gens, leur talent, le temps, les supporter quand ils ont des défis. Il y a un aspect, je pense, assez central avec le temps, c'est la question de discipline aussi. T'sais. Il y a des gens qui n'ont pas eu trop de parents, puis ils se retrouvent, puis ils arrivent là, puis qui veulent juste s'installer sur le stage, puis jouer de la guitare, le volume au fond. C'est pas ça, vivre en communauté. Fait on peut peut-être le faire une fois, là, mais après ça, il faut que ça progresse vers d'autres choses. Puis, fait que tout cet aspect-là est central. Un thème que je constate dans vos observations, c'est l'individualisation de la société. C'est-à-dire que les gens sont moins portés à aller en groupe, sont moins portés à avoir cet esprit communautaire qu'un phare dans la nuit vient satisfaire. Mm-hmm. Et je me demande, en tant que psychiatre, est-ce que vous voyez que ça va peut-être s'aller en s'améliorant? Cette individualisation-là de nos sociétés, les impacts que ça peut avoir sur le développement ou l'exacerbation de la santé mentale? On touche un sujet tellement intéressant et peut-être décourageant en même temps, parce que c'est un fait que je pense que le caractère très individualiste d'une société, c'est une forte nuisance à la santé mentale. Puis ça, c'est bien documenté. Plein d'études, mais même des maladies sévères, dans certains endroits dans le monde où les familles sont plus unies, ça se passe beaucoup mieux. Fait que c'est ça qui est un peu triste à un moment donné, c'est qu'on dirait que ce qu'on fournit avec un phare dans la nuit, le but est que ce soit
juste une marche vers d'autres choses après. Et on souhaite que ça l'est. Par moments, ça l'est, mais c'est sûr que quand les gens arrivent sur le marché du travail ou arrivent dans leur quotidien, dans les loisirs, il y a toujours cette notion de performance-là au détriment du plaisir. Ben des gens seraient capables de reprendre une bonne qualité de vie avec dans leur rôle de parents, admettons, après une dépression. Mais là, il y a les exigences par rapport à... faut que les enfants soient dans plein d'activités. Il y a toutes sortes de... La pression, la pression sociale pourrait être vue comme étant adéquate, est tellement élevée que ça, ben, c'est quelque chose qui est pas évident. C'est d'ailleurs ce qu'on essaie de faire avec les gens. Regarde, tu peux monter sur la scène, puis même si tu t'oublies les phrases, le chantier, des premiers couplets, tu te reprendras plus loin, puis tu sais, c'est anything goes, puis ça empêche pas que ça soit une expérience valorisante, puis que les gens apprécient. Puis, fait qu'il y a quelque chose dans l'humanité, dans le fait d'avoir surtout, je dirais maintenant avec l'intelligence artificielle, ça remet un peu en question c'est quoi finalement le but de notre existence ici, là, si juste un ordinateur peut faire le job à tellement de niveaux, tu sais. Puis il y a des affaires que l'intelligence artificielle pourra jamais nous enlever, tu sais, comme un jeune qui chante sa chanson Voices qui a écrit dans le sous-sol alors qu'il hallucinait depuis 6 ans, puis qu'il chante ça sur scène, puis ou un bon souper entre amis, ou tu sais, il y a des choses qui sont typiquement humaines puis qui ont attrait au vécu, mais quand c'est juste la performance qui compte, ben là c'est sûr que les gens qui ont un trouble de santé mentale se retrouvent vraiment de travers avec les normes du moment, puis fait que je sais pas, ça va sans doute se rebasculer parce qu'on regarde en tout cas même au niveau socio-démographique, de plus en plus de jeunes aiment une vie mieux équilibrée, aiment une vie plus axée même sur la famille, sur le mariage. En tout cas, il y a des valeurs traditionnelles qui refont leur chemin. Je pense que c'est pas une erreur. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a, selon vos observations, une tendance à la croissance du taux de maladies mentales diagnostiquées? Mm-hmm. Ça, c'est une autre chose. On les diagnostique, ils sont là ou pas, on les voit pas. Mais est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'il y en a peut-être moins? Comment vous voyez ça évoluer dans notre société? Je pense, comme on disait tantôt, les grosses maladies mentales, ça existe. Et ça, c'est prévalent qu'on aille n'importe où dans le monde. La schizophrénie, c'est 1%. Quand tu regardes dans n'importe quel pays, ça discrimine pas. Ça discrimine pas. Ça prend différentes colorations selon la culture, mais c'est les mêmes symptômes. Puis comme un de mes collègues me disait, c'est toujours, on dirait, le même contact de quelqu'un qui développe cette maladie-là, qu'on soit en Afrique, qu'on soit en Europe, qu'on soit ici. Fait que ça, je pense, c'est relativement à l'abri des fluctuations culturelles, mais par rapport, par contre, à la compréhension populaire de c'est quoi la santé mentale, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui l'est pas, c'est quand je dois consulter. Il y a tellement de promotion de la santé mentale qui est faite qu'à un moment donné, ça a l'effet un peu contre-productif que les gens, dès qu'ils ont de l'anxiété, des sentiments dépressifs, des malaises physiques, ou qui sont en colère, ben tout ça finit par justifier des visites chez le médecin et chez les psychologues en disant hey, il faut aller consulter, ils l'ont dit à l'école ou ils l'ont dit dans... Puis ça, à un moment donné, on se retrouve avec des problèmes, je pense qu'ils viennent de problèmes de société, que comme on dit tantôt, une partie de l'attachement, c'est d'avoir quelqu'un qui dit OK, le gars, faut que tu prennes sur toi, là, puis on voit des gens à un moment donné que ces limites-là ou ce coaching-là au niveau de la discipline personnelle qu'on externalise la responsabilité. C'est ça, puis c'est comme il faut écouter, mettons, un enfant qui dit je suis très anxieux, ben là, non là, l'urgence, mais des fois, le coaching parental, c'est si un enfant se met à tout défaire parce qu'il n'a pas eu sa caramel, qu'à un moment donné, il se dit oh que non, là. Puis un peu comme on doit faire nous autres aussi avec certains participants, à un moment donné s'ils arrivent à être intoxiqués pour participer, ou qu'à un moment donné, tu choisis entre participer ou ta consommation, ou fait que ça, c'est quelque chose de critique. Fait que ça a passé un peu socialement d'une extrême à l'autre, tu sais, de parents qui étaient plutôt punitifs, pas très engagés émotionnellement, l'autre génération d'avant. Et là, je pense qu'en réaction à ça, beaucoup de parents se sont dit, mon Dieu, il faut tellement les aimer. Puis là, ben, socialement, c'est devenu avec cet extrême-là que un enfant veut n'importe quoi, veut des traitements médicaux, veut des affaires, puis il faut pas s'opposer à lui, il faut le laisser décider.
Même dans le système scolaire, c'est des choses qui ont des limites qui, je pense, ne surviennent pas, qui devraient survenir. Fait qu'on veut tellement pas frustrer les gens qu'à un moment donné, on finit par avoir des gens où, clairement, il n'y a pas de maladie, là, puis c'est des problèmes en développement de personnalité parce qu'il n'y a pas cet attachement-là sain qui comprend, oui, beaucoup d'affection, mais aussi beaucoup de discipline et d'apprendre que dans la vie, tu peux pas avoir ce que tu veux. Puis, fait qu'on voit tellement de gens qu'à l'urgence, c'est qu'ils arrivent suite à une tentative suicidaire parce qu'ils ont perdu leur tablette pendant 1 heure de punition parce qu'ils avaient frappé quelqu'un à l'école, tu sais, puis ça dégénère en menace suicidaire. Ah oui. Puis ça, ben, ça fait une société plutôt faible là, quand les gens deviennent avec aucune résilience. Fait que pour développer sa résilience, il faut avoir un minimum de défis et c'est certainement pas en enlevant tout défi, toute discipline qu'on y arrive. D'où le besoin de se dépasser, d'où le besoin de se donner un défi. Ouais. Comme par exemple participer à des Fort dans la activités nuit. comme un phare dans la nuit. C'est ça. Je tiens à mentionner aussi qu'il y a, par rapport à un Fort dans la nuit, il y a aussi une exposition d'art qui a maintenant lieu à l'année au marché de Dieppe. Ah bon? C'est pas juste de la musique? Ouais, là, fait que c'est pas juste de la musique. Puis on a aussi, on est un organisme enregistré maintenant là, de bienfaisance, fait qu'on depuis l'an passé, et avec les dons qu'on reçoit, entre autres, on finance des cours de musique, fait que pour les gens qui ont des troubles de santé mentale, fait qu'il est un peu une étape préliminaire à les amener éventuellement à gagner confiance suffisamment pour aller sur scène. Quelle belle initiative. Fait que ça, je pense, c'est les directions qu'on veut prendre, c'est de raffiner cette... et éventuellement, c'est la musique, comme on disait, ça tombe, c'est un de mes intérêts, là, fait que ça a passé, c'est allé vers ça, mais un attachement sain qui est tellement bénéfique, comme on vient d'en parler, peut se produire autour de n'importe quelle activité où t'es... Des activités qui sont peut-être pas propres à avoir un public non plus. On peut Ouais, parler d'un hobby. Exactement, du sport, du jiu-jitsu. Mais on parle d'une discipline, on parle d'une concentration, on parle de se développer. C'est ça. Et également, on finit à travers ça à obtenir une certaine ou à augmenter notre confiance en soi, notre amour propre. C'est ça, exactement. Quelle belle initiative, Patrick Marcotte, c'est ce Fort dans la nuit. Merci. On vous souhaite encore 10 ans et même plus de succès à vous et votre équipe. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. On a beaucoup appris. C'est moi qui vous remercie. Ça fait plaisir. Alors voilà qui conclut cet épisode du balado Pour Santé Vitalité. Mon nom est Anthony Doiron et je vous dis à la prochaine.